Bonsoir tout le monde. Bon, d'abord, en ce début de cycle, je vous souhaite la bienvenue à ceux que je retrouve, à ceux qui sont pour la première fois, qui découvrent ce cycle. Et bien entendu, je veux encore une fois remercier le théâtre qui nous accueille généreusement, gratuitement, et l'association des Amis de Richard Martin qui nous facilite aussi l'accès à cette salle. Et ce cycle, donc le temps des philosophes, il demande évidemment qu'on commence par expliquer en quoi le temps dans l'interrogation philosophique est différent du temps dans l'usage courant et aussi du temps scientifique. Dans l'usage courant, le terme de temps ne présente aucune ambiguïté, aucune difficulté de compréhension. On l'utilise de manière tout à fait spontanée dans des expressions telles que combien de temps ai-je dormi, combien de temps vas-tu rester, et on répond à ce combien par un certain nombre d'unités de temps. Des unités de temps, on dira 1 heure, 8 heures, 10 jours. Donc cet usage, comme vous voyez, est lié immédiatement à une certaine durée. Donc le temps exprime une certaine durée, et cette durée, elle est mesurée par des unités de temps qui sont en partie naturelles, en partie conventionnelles. Cette durée, on a tout à fait conscience aussi que la durée qui est mesurée par des dispositifs tels que les horloges, elle est parfois distincte de la durée ressentie. Donc on sait très bien que le temps peut nous paraître plus long ou plus court que ce qu'il est officiellement ou disons objectivement, tout simplement parce que selon l'activité qu'on est en train de faire, on peut avoir plus ou moins de plaisir ou de déplaisir, on peut avoir plus ou moins d'ennui qui fait paraître le temps long, etc. Donc tout ça est très familier, on le sait très bien et on n'a aucun problème pour l'exprimer. Alors c'est ces fameuses unités de mesure qui font au fond l'essentiel de notre notion habituelle du temps. D'où est-ce qu'elles viennent? Et puis on verra donc quel est leur rapport avec les questions plus philosophiques à propos du temps. Les unités les plus naturelles et par là les plus universelles qu'on trouve dans toutes les cultures, ce sont surtout l'ensemble jour-nuit et l'année. L'ensemble jour-nuit, ça correspond à quoi? Naturellement, ça correspond à une rotation de la Terre sur elle-même, une rotation complète de la Terre sur son propre axe. Et ça fait à la fois un jour et une nuit avec des variations selon les saisons, bon, comme vous savez. C'est ce qu'on appelle aussi, en termes savants, le nyctémère, pas de jeu de mots scabreux, nyctémère, donc pour nux la nuit et puis Héméra le jour. Et donc l'année, ça correspond aussi, donc c'est une mesure naturelle puisqu'elle correspond à un tour complet de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Mais la rotation et le tour orbital ne correspondent pas, ne coïncident pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre plein de jours pour un tour complet de la Terre autour du Soleil. Ce qui fait que les calendriers ont dû toujours s'adapter à cette absence de coïncidence. Notre calendrier, par exemple, a 365 jours et un quart. Et ce quart, comment on l'utilise? On ajoute en fait une année sur 4, un jour supplémentaire. Mais d'autres calendriers se sont arrangés autrement. Et pour le rapport entre le mois et l'année, on a le même problème d'absence de coïncidence, puisque le mois, au départ, c'est plutôt lunaire, donc c'est le retour des mêmes phases de la Lune qui dure à peu près 29 jours et demi. À peu près 29 jours et demi, donc pour faire entrer un nombre fixe de lunaisons dans une année, on est obligé ou bien de changer la mesure du mois, ou bien d'introduire des jours complémentaires après 12 mois dans une année. Donc là aussi, selon les calendriers, chaque culture s'est arrangée pour faire entrer un certain nombre de mois dans une année. Donc en fait, cette difficulté d'ajuster les mesures entre elles montre bien que, en fait, les mesures naturelles ne coïncident pas entre elles et qu'on ajoute toujours un petit ajustement par convention. Et donc les conventions sont différentes entre les cultures.
Alors, il y a des mesures qui sont encore plus conventionnelles, puisque la division du nictémère en 24 heures, pourquoi 24 et puis la division de l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes, tout ça a l'air encore plus injustifié ou plus arbitraire. Mais remarquez que l'usage s'en est répandu à peu près internationalement, à peu près dans toutes les cultures. Alors d'où est-ce qu'il vient d'abord? Là, je me fie aux études spécialisées pour vous dire que la division en 24, elle vient des Égyptiens. Déjà au 3e millénaire, les Égyptiens avaient commencé à diviser la nuit, d'abord la nuit, en 12 parties, en observant le passage des étoiles dans 12 parties du ciel. Et puis ils ont étendu cette division en 12 également au jour, ce qui faisait 24. Et remarquez qu'en Égypte, on perçoit moins que dans des latitudes plus nordiques la variation du jour et de la nuit, un réciproque relatif du jour et de la nuit, donc sur un ensemble de 24 heures, mais on le perçoit quand même, de telle sorte que leurs heures n'avaient pas les mêmes longueurs au cours de l'année. Mais ça ne les dérangeait pas plus que ça. Donc le rapport aussi à l'exactitude de la mesure est différent selon les cultures. Et la division en 60, elle vient des Babyloniens, toujours d'après les études spécialisées, qui ne sont pas nécessairement de mon ressort, donc je vous donne des informations de seconde main là, et c'est dû à leur système numérique qui était sexagésimal, donc qui fonctionnait par 60. Alors ils ont divisé l'heure, donc l'heure déjà, qui divisait déjà le nictémère en 24, ils l'ont divisé en 60, et puis de nouveau en 60. Et donc vous voyez que la seconde, qui est l'unité vraiment de base de mesure du temps, scientifique et même courant, la seconde résulte à la fois d'un étayage sur des phénomènes naturels et une série de mesures conventionnelles qui se sont répandues dans toutes les cultures, en tout cas, disons, occidentales. Et puis, ma foi, vu que la culture occidentale s'est répandue dans le reste du monde, ça a gagné le reste du monde. Remarquez bien, petite réflexion annexe, le fait que ces repères naturels reviennent régulièrement, toujours de la même façon. Il y a le retour du lever du jour et du coucher du soleil, il y a le repère des saisons qui reviennent toujours les mêmes, qui se répètent indéfiniment les mêmes. Donc le fait que ces repères se répètent régulièrement a pu faire dire parfois que dans certaines cultures, le temps était cyclique. Donc comme si, étant donné l'importance qu'on donnait à ces repères, on concevait le temps comme lui-même revenant constamment en cercle, comme s'il revenait sur lui-même. Mais en réalité, c'est un abus de langage. Bien entendu, le temps n'est jamais cyclique. Même dans des civilisations qui donnent une grande importance à ces repères et au fait que les choses se répètent indéfiniment de la même façon, elles ne conçoivent pas le temps comme cyclique. Elles savent très bien que le jour suivant est différent du jour précédent, que l'année suivante est une année qui suit une année déjà écoulée et que donc le temps n'est pas revenu sur lui-même. Et de la même chose, quand il y a certains mythes qui imaginent une inversion du temps, on dit une inversion du temps de manière de nouveau par un abus de langage, parce qu'en réalité, si ce mythe décrit par exemple, on trouve ça notamment chez Platon, mais c'est un mythe qui est censé être très ancien, si par exemple les hommes naissent vieux et puis progressivement rajeunissent et terminent leur vie en retournant dans le ventre de leur mère, c'est pas pour ça que le temps s'est inversé. Qu'est-ce qui s'est inversé? C'est le devenir. C'est le changement qui s'est inversé. L'évolution ne va plus dans un sens, mais dans l'autre. Mais le temps, ça ne change absolument rien à son cours. Son cours est toujours une trajectoire qui ne revient pas sur elle-même, qui se poursuit et qui amène toujours quelque chose de nouveau. Donc ça ne change pas la conception, disons, linéaire, qui peut en tout cas être représentée de manière linéaire du temps. La recherche d'une mesure du temps qui est présente dans toutes les cultures, elle est attestée par des moyens techniques très très tôt, des moyens techniques d'abord très rudimentaires comme le cadran solaire, comme la clepsydre. Donc la clepsydre qui est un dispositif qui fait couler de l'eau très très lentement ou du sable, variante avec un sablier, pour donc en régulant justement le débit de telle manière qu'ils prennent un certain temps qu'on a fixé d'avance. Donc ils s'adaptent à un certain temps qu'on veut mesurer. Donc toutes ces mesures, tous ces dispositifs pour pouvoir
mesurer le nombre d'unités de temps qui passent, donc montre bien ce souci qui a été d'abord celui-là, de savoir combien de temps s'écoule. Et elles se sont améliorées, en particulier à l'époque moderne, avec l'invention des horloges et le perfectionnement de plus en plus rapide des horloges jusqu'aux horloges atomiques actuelles. Alors on peut se demander pourquoi, à l'époque moderne, il y a eu une telle recherche, un tel goût pour améliorer la mesure du temps. Quelques éléments de réponse sauvage, spontanée, rapide, on pourra en rediscuter. C'est d'abord qu'il y avait des avancées techniques qui permettaient de le faire. Et c'est ensuite qu'on avait besoin aussi de ces avancées techniques pour des raisons utilitaires. Par exemple, le fait qu'on voyage de plus en plus loin, qu'on doive se repérer dans des navigations de plus en plus longues, nécessitait qu'on puisse prendre des repères temporels plus précis. Et par ailleurs, je crois qu'on peut aussi ajouter un type de mentalité technoscientifique propre à cette époque, donc vraiment un désir de science dans un sens assez technique du terme, un désir d'orienter la science vers des applications techniques, vers des mesures techniques. Bon, on peut en reparler. Toujours est-il que réfléchissons, alors pour peut-être passer au rapport entre temps scientifique et philosophique, encore à déterminer, réfléchissons à ce que c'est qu'un dispositif d'horloge. Comment fonctionne une horloge? Une horloge, elle possède un certain mouvement, c'est un objet qui possède un certain mouvement ou qui le produit, le crée, et ce mouvement est réglé ou est choisi par nous de telle manière que il se répète toujours régulièrement avec le plus d'invariance possible et il marque chaque fois la même portion de temps. Et cette portion de temps, elle est prédéterminée aussi. Donc c'est une seconde, par exemple, le plus souvent, de telle façon qu'il y a aussi un dispositif qui compte ce nombre de secondes écoulées et le fait apparaître sur un écran, donc ou bien par des aiguilles qui tournent, ou bien par un affichage numérique, enfin, peu importe. Et en fait, une des améliorations récentes des horloges, ça a été l'horloge à quartz, qui fonctionnait sur quel principe? Mais sur le fait que le quartz émet des radiations. Et alors ces radiations sont transformées en oscillations, etc. Et tout ça peut permettre de mesurer des secondes. Et enfin, l'horloge atomique, elle présente une avancée importante dans la conception du temps parce qu'elle a permis de définir ce qu'on a appelé le TAI, Temps atomique international. Et c'est en 1967 qu'une réunion internationale s'est mise d'accord pour déterminer désormais la seconde d'une manière plus précise en utilisant l'atome de césium. Remarquez qu'on pouvait aussi... On a aussi pu utiliser d'autres atomes que le césium, mais celui-là a été le plus utilisé. Et comment ça fonctionne? En fait, un atome de césium, lorsque un de ses électrons est mené à un stade d'énergie supérieur à la normale, à son état stable, et puis qu'il perd cet état d'énergie pour revenir à son état stable, en fait, cette perte d'énergie, à cette perte d'énergie correspond une émission d'une radiation qui est un photon, sous la forme d'un photon. Et en fait, tout rayonnement électromagnétique a une certaine fréquence. Bon, j'entre pas dans les détails, hein, il y a une certaine fréquence qu'on peut mesurer. Et la fréquence donc qu'émet un électron d'un atome de césium, un certain nombre de ces fréquences correspond à la seconde. Mais à la seconde, je vous rappelle, qui a déjà été mesurée précédemment, qui est mesurée, hein, je vous rappelle, par le 60e d'un 60e d'un 24e de Nichtemer. Donc c'est comme cette mesure basée sur les phénomènes naturels n'était pas assez précise, on l'a remesurée et elle fait 9 132 millions et des poussières de fréquence du rayonnement de l'atome de césium. Donc on a redéfini la seconde de cette manière-là.
Mais en réalité, la seconde qui était définie par ce qu'on appelait le temps universel, qui était en fait le temps naturel, le temps fondé sur la rotation de la Terre, la seconde définie par le temps universel et celle définie par le temps atomique international ne correspondent plus. Pourquoi ? Parce que la rotation de la Terre sur elle-même se ralentit. Elle se ralentit notamment en raison des marées. Donc il y a un phénomène gravitationnel qui ralentit, évidemment extrêmement lentement, mais tout de même, la rotation de la Terre sur elle-même. Et on a calculé que maintenant, le temps universel est en retard de 37 secondes sur le TAI. Donc ici, en quelque sorte, on a défini conventionnellement un temps qui ne correspond plus au temps astronomique, enfin au temps physique. C'est un temps uniquement atomique. Enfin, tout ça permet aussi de voir que on est toujours capable de faire des ajustements, de remettre en rapport les uns avec les autres, les mesures naturelles avec les mesures conventionnelles, et que donc on maîtrise toujours la mesure du temps. Donc ça, c'est le principal souci de la science, c'est dans son rapport avec le temps, c'est de le mesurer de la manière la plus invariante possible. Et donc, pour en revenir au mécanisme général des horloges, qu'est-ce qu'il nous apprend sur le temps ? Il nous apprend que pour définir un temps, on doit toujours le rapporter à une unité de mesure donc temporelle, mais qui est elle-même toujours liée à un mouvement. Impossible de définir un temps sans définir en même temps un mouvement, une certaine portion de mouvement qui correspond à une certaine portion de temps. Et une fois qu'on a défini la correspondance entre une certaine durée de mouvement et un certain temps, alors on peut reporter cette unité de temps sur n'importe quelle durée. Et ça, c'est le principe donc de l'unité de mesure. Donc ça nous sert aussi bien dans la vie quotidienne que dans la science. Et la seconde définie atomiquement, définie par le temps atomique, elle est censée être invariante partout dans l'univers, être valide, être exactement la même, avoir exactement la même durée partout dans l'univers. Donc l'émission du rayonnement du césium est pareille dans tout l'univers. Et vous allez voir que même dans la théorie de la relativité, où on sait bien que s'est introduit une distorsion, enfin un décalage dans la mesure du temps entre deux référentiels, je vais le décrire de manière brève tout à l'heure. Donc même dans la relativité, l'unité de mesure elle-même ne change pas, elle ne varie pas entre les référentiels, elle reste la même. Donc l'horloge atomique, ce qu'elle mesure, où qu'elle se trouve, où que se trouve cette horloge atomique, son unité de mesure est la même. Ce qui varie, c'est la quantité d'unités de mesure que enregistre chaque horloge selon le référentiel où elle se trouve. Donc c'est très important, l'unité de mesure ne varie pas dans l'ensemble de l'univers. Et du coup, la question se pose pour nous, et là je commence à entrer dans une question plus désertée par les scientifiques et qui est plus prise en compte par les philosophes, c'est, puisque l'unité de mesure ne varie pas, est-ce qu'elle nous mène à penser qu'il existe un temps, lui aussi universel, mais un temps total, un temps global, dans lequel s'inscrivent toutes ces portions de temps, toutes ces unités qu'on peut mesurer? Est-ce qu'il existe un temps unique auquel on se réfère chaque fois qu'on mesure une portion de temps? Ou bien, est-ce que ces portions de temps qu'on mesure chaque fois, à propos de n'importe quel phénomène, événement, durée, est-ce que ces portions de temps sont complètement dispersées, éparses, donc pas de rapport entre elles, sauf justement ce rapport à la même unité? Vous voyez la différence, Ou bien dans un cas, quand on parle de temps, on ne parle jamais d'un seul temps global. On parle du temps de tel phénomène, du temps de tel mouvement, du temps qui se passe à tel endroit. Et puis la seule unité, le seul point commun entre tous ces temps, c'est qu'ils peuvent être mesurés par la même unité. C'est tout. Donc là, on aurait des temps éclatés. Ou bien, on pense qu'il existe un seul temps, mais alors le temps de quoi? Le temps de l'univers globalement, en somme, qui correspondrait alors à cette vision linéaire qu'on a de un seul temps
une seule flèche du temps, depuis l'infini jusqu'à l'infini, potentiellement en tout cas. Mais alors on se dit, d'accord, s'il existe ce temps-là, il mesure quoi lui? Qu'est-ce qu'il mesure ce temps s'il est infini et unique? Il mesure quel mouvement? Quel phénomène? Donc là se pose une question qui a été principalement abordée par les philosophes, et ce, depuis l'Antiquité, donc ça fera partie du début de ce cours. Pour les scientifiques, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur cette infinité du temps, ni sur son irréversibilité, ni même sur sa nature, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est exactement qui est mesuré par les dispositifs de mesure. Ils n'ont pas besoin de savoir exactement cette nature pour être efficaces dans leur domaine. Dans une équation physique, comment est-ce qu'on utilise le temps? Donc dans une équation mathématique qui parle de phénomènes physiques, comment on utilise le temps? Eh bien, par exemple, on l'utilise en numérotant des temps comme temps 0, temps 1, temps 2, ou bien temps et, temps prime, temps éventuellement seconde. Bon. Donc en numérotant des temps, qu'est-ce qu'on fait? Au fond, ce qu'on appelle t, c'est un instant. C'est un instant, un point de repère dans la ligne. On se dit, voilà, supposons qu'on a un phénomène qui commence à l'instant t, donc c'est vraiment un instant, pas un temps, qui commence à l'instant t, et alors on voit son évolution, qu'est-ce qu'il devient, par exemple, à l'instant t'. Donc ici, on a deux instants entre lesquels on a un intervalle de temps. Donc on utilise le temps tantôt comme un repère ponctuel sur la ligne du temps, tantôt comme un intervalle qui est mesuré entre deux repères. Donc ça, c'est le temps dont ont besoin les mathématiciens et en grande partie les physiciens. Alors, mais d'un point de vue physique, tout de même, si la physique, c'est bien la science qui étudie la nature, l'univers naturel, alors il nous semble que la physique devrait aussi s'interroger sur ce qu'est le temps. C'est-à-dire pas seulement se contenter de le mesurer, de trouver des indicateurs, etc., mais aussi de savoir ce que c'est. Et c'était effectivement le cas jusqu'à une certaine époque où on pouvait dire qu'il n'y avait pas de séparation entre science et philosophie et où ces questions étaient traitées aussi bien par les uns que par les autres, Descartes, Newton, Leibniz, dont je vous parlerai. C'était à la fois des mathématiciens, des physiciens, des philosophes. C'est-à-dire qu'ils ne séparaient pas ces questions. Maintenant, les questions sont séparées et on peut dire que c'est surtout à partir de la fin du XIXe siècle qu'elles ont été, disons, séparées surtout par l'attitude positiviste en science. Qu'est-ce que l'attitude positiviste? C'est celle qui considère que la nature des choses nous échappe nécessairement. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais sûr que ce qu'on affirme, ce qu'on observe, ce qu'on calcule, ce qu'on théorise sera la réalité des choses. On ne peut pas savoir. On instaure une sorte de scepticisme à propos de notre accès à ce qui est vraiment la réalité des choses, leur nature. Et on se dit, mais la science peut néanmoins continuer, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est établir des modèles qui rendent compte d'un maximum d'observations et d'expériences. Donc, qui peuvent intégrer un maximum de données d'observation et d'expérience, et qui se concentre d'ailleurs sur des données quantitatives, donc des données mesurables, observables et mesurables. Et donc la science peut continuer parce que c'est une tâche longue. Alors en plus, elle s'intéresse aussi aux applications de ce type de modèle et donc de ce type d'intégration des données. Donc elle a suspendu, de manière tout à fait assumée, les questions qui portent sur la nature du temps, sur la relation du temps à son unité de mesure et à ce qui est exactement mesuré. Donc, tout ça n'est plus une question scientifique. Et on peut se demander si c'est modifié par la théorie de la relativité. Puisque la théorie de la relativité introduit donc un problème entre la mesure du temps et l'observateur qui mesure. Est-ce que ça remet en question donc cette sorte de scepticisme ou de suspension, disons, scientifique de la question du temps?
Alors, sans vouloir sortir absolument du tout de mon domaine de compétences, je pense qu'on peut quand même évoquer la théorie de la relativité d'une manière assez simple, en tout cas son point de départ. Le point de départ de la relativité, je commence par la restreinte, ce qu'on appelle la restreinte, c'est le constat qu'on a fait vers la fin du XIXe siècle du fait que la vitesse de la lumière n'obéissait pas, ne suivait pas la loi d'addition des vitesses. Alors qu'est-ce que c'est ? Un petit schéma. Un petit schéma, très simple, pour illustrer la loi d'addition des vitesses. Vous avez un bateau qui avance à 10 mètres par seconde. Sur ce bateau, un marin avance dans le même sens à 2 mètres par seconde. Sur la rive se trouve un autre observateur fixe par rapport au bateau qui passe. Après 1 seconde de temps écoulé, le marin, s'il mesure ce qu'il a avancé, il va le mesurer par rapport au bateau et va mesurer 2 mètres. Donc ça mesure ces 2 mètres qui est son mouvement, puisqu'il le mesure par rapport au bateau. L'observateur qui est sur la rive, s'il veut mesurer de combien a avancé le marin par rapport à lui, il va devoir additionner ce que le marin a avancé sur le bateau et ce que le bateau a avancé. Donc il va arriver à 12 mètres qui ont été parcourus pendant la même seconde. Donc on voit ici une différence entre 2 mesures d'un mouvement en fonction de ce qu'on appelle 2 référentiels. Il y a un référentiel, donc qui est un système de coordonnées, c'est-à-dire un certain point de l'espace. Bon, alors ici, les coordonnées temporelles ne changent pas. Hein. Donc, ceci à un certain point de l'espace, ceci à un autre point de l'espace. Il y a une différence entre ces 2 référentiels pour la mesure du même mouvement. Et Galilée a proposé une transformation pour passer d'une mesure à l'autre. Donc si, par exemple, cet observateur-ci, qui a comme mesure 12 mètres, veut savoir quelle est la mesure que le marin fait de son propre mouvement dans l'autre référentiel. Comment il fait? Comment il transforme cette mesure? C'est très simple. Il dit la mesure 1, donc la mesure du marin, c'est ma mesure, la mesure depuis la rive, moins la différence de vitesse entre les 2 référentiels. Alors on ne dit pas simplement moins la vitesse du bateau, ça revient à ça. On ne dit pas simplement moins la vitesse du bateau, parce que ce qui compte, c'est la différence relative entre les 2 référentiels. Donc peu importe lequel des deux se meut, en fait, le mouvement est relatif. Donc quand l'un se meut par rapport à l'autre, ben, l'autre aussi. Donc on dit la différence de vitesse. Donc ça, c'est la transformation de Galilée. Et tout a été bien jusqu'à la fin du XIXe siècle, où on s'est rendu compte que la vitesse de la lumière ne correspondait pas à cette addition des vitesses. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un train qui circule vers un observateur et que ce train émet une lumière, ses phares émet une lumière, en principe, si le train fait par exemple 120 km à l'heure, la lumière, elle a une vitesse de à peu près 300 000 km par seconde. En vertu de la loi d'addition des vitesses, qu'est-ce qu'il faudrait? Que l'observateur vers qui vient le train voit la lumière, enfin que la lumière lui arrive à 300 000 km par seconde plus 120. Plus 120, puisque en plus elle est poussée par le train en quelque sorte, donc elle a la vitesse du train en plus de sa propre vitesse. Donc il faudrait qu'il y ait une addition. Et on a constaté que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que quelle que soit la vitesse relative de la source de lumière par rapport à l'observateur, la lumière a toujours la même vitesse. Elle a une vitesse invariante. C'est toujours la même. Et alors, vous allez me dire, oui, mais là, 120 km/h, qu'est-ce que c'est par rapport à la vitesse de la lumière? Peut-être que ce n'est pas significatif. Alors, on l'a vérifié par des tas d'autres observations et expériences. Et je vais vous donner un exemple sans doute plus frappant. C'est l'exemple des étoiles binaires. Qu'est-ce que c'est des étoiles binaires? Ce sont 2 étoiles qui tournent
toutes les deux autour d'un même centre de gravité. En fait, c'est une gravité qu'elles créent elles-mêmes par leur rapport. Hein, elles ont un rapport gravitationnel entre elles et elles tournent donc autour, elles pivotent simplement autour d'un même centre. Et quand on observe depuis la Terre une étoile binaire de ce type, on devrait se dire, toujours en vertu de la loi d'addition des vitesses, que l'étoile qui est en train de s'éloigner de la Terre, hein, s'éloigner par rapport à nous parce qu'elle tourne comme ça, donc si elle s'éloigne par rapport à nous, la vitesse donc, avec laquelle sa lumière nous parvient devrait être diminuée hein, de la vitesse de recul. Et à l'inverse, celle qui est en train de tourner vers nous, la vitesse de sa lumière devrait être additionnée de la vitesse de l'étoile qui vient vers nous, hein, comme celle du train. Et on a constaté que ce n'était pas le cas. Donc la lumière des deux étoiles arrive exactement avec la même vitesse. Bon, alors on a fait des tas d'autres observations. Et c'est ce qui a mené donc à la théorie, au postulat d'Einstein, hein, qu'il y a une vitesse limite qu'il a appelée C, hein, la vitesse limite C, elle est invariante, quel que soit le référentiel, quelle que soit la vitesse relative entre les référentiels. Alors du coup, on ne pouvait plus utiliser la transformation de Galilée pour passer d'un référentiel à l'autre. Alors, on a utilisé une autre transformation qu'on appelle de Lorentz, donc du nom d'un physicien néerlandais qui participait hein, à l'ensemble de tous ces physiciens qui réfléchissaient à ce moment-là sur ce problème de relativité. Donc il y avait aussi Poincaré, hein, Henri Poincaré en France. Mais donc ici, donc, on dit la transformation de Lorentz. En fait, je ne vous donne pas toute l'équation, mais je veux simplement dire que dans son équation, hein, par rapport à l'équation de Galilée, ce qu'il introduit surtout en plus, c'est justement la référence à la vitesse de la lumière. Donc il faut introduire dans le calcul la référence à la vitesse de la lumière, le rapport entre ça et la différence relative des référentiels. Donc je vous épargne l'équation. Je vais simplement justement vous renvoyer à une vidéo extraordinaire sur YouTube. Il y a un site vraiment excellent qui s'appelle Science étonnante. Et si vous allez voir la vidéo sur la relativité restreinte de Science étonnante, je n'ai jamais vu quelque chose de plus didactique sur le sujet. Donc ça vaut vraiment la peine. Bref, ce n'est pas mon sujet à moi, puisque ça c'est le côté scientifique de l'affaire. Mais qu'est-ce que ça nous apprend, nous, en tant que philosophes, et en quoi ça peut éventuellement changer notre manière de penser? En quoi ça doit éventuellement influencer notre pensée? Einstein, quand il a établi sa théorie de la relativité générale, qu'est-ce qu'il a ajouté par rapport à ça? Il a ajouté une hypothèse qui était que, en fait, le décalage entre les mesures de temps, de grandeur et de vitesse entre deux référentiels qui s'éloignent entre eux à grande vitesse, eh bien, ce décalage était dû principalement à l'accélération gravitationnelle. Donc ce n'est pas un problème de vitesse, c'est un problème d'accélération. Donc ça serait dû à l'accélération gravitationnelle selon qu'on subit plus ou moins une gravité. On mesure différemment les temps, les distances et les vitesses. Remarquez cependant que ce décalage, il est infime. Il faut bien se rendre compte que jusqu'à 1/100 de la vitesse de la lumière, donc jusqu'à à peu près 3000 km par seconde, ce qui est énorme, hein, ce qui n'est absolument pas atteint par aucun véhicule qu'on est capable de créer, donc jusqu'à environ 3000 km par seconde, il y a la différence entre les transformations de Lorentz, donc qui tiennent compte du décalage, et les transformations de Galilée sont quasi nulles. On considère que c'est égal. Donc c'est vraiment, il faut être à très très grande vitesse pour que la différence soit vraiment marquée. Et une deuxième chose très importante aussi à souligner à propos de ce décalage, c'est que c'est bien un décalage de mesure, hein, c'est un décalage entre des mesures. Mais il ne faut pas reporter ce décalage sur un effet physique. C'est-à-dire on ne peut pas considérer que pour autant c'est le référentiel qui, en subissant une accélération, modifie vraiment le temps ou la distance, ou la vitesse. Hein. Il n'y a pas de modification physique. Donc attention, hein, une navette spatiale, hein, comme les fictions l'ont tellement imaginé, qui arriverait à atteindre des vitesses aussi élevées.
ne modifierait pas le temps, les distances et les vitesses à l'intérieur de son référentiel, par rapport à un autre référentiel. C'est simplement la mesure qui sera différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Bref, Einstein, qu'est-ce qu'il en a conclu de tout ça? Il a dit, en tout cas, une conséquence importante, c'est qu'on ne peut plus parler du temps et de l'espace comme indépendants des corps, de la matière de l'univers. Le temps et l'espace sont intimement liés à la matière de l'univers, ils sont influencés par les corps. Et donc pour lui, cette influence, elle est gravitationnelle. Mais cette opinion que le temps et l'espace sont indépendants des corps, indépendants de la matière, et donc existent par eux-mêmes, constituent des natures par elles-mêmes, d'où vient-elle? D'où vient-elle cette conception? En réalité, elle n'est pas si ancienne. Elle n'est pas si ancienne, elle s'est imposée surtout au XVIIe siècle, et pas sans mal. Elle s'est imposée avec la physique newtonienne, justement, donc qui a instauré pendant un certain temps l'idée d'un temps absolu, d'un espace absolu, qui existerait de toute façon, même s'il n'y avait pas d'univers et de transformation dans l'univers. Mais avant le XVIIe siècle, notamment dans l'Antiquité, ce n'était pas la théorie la plus courante, et donc Aristote, comme on va le voir, pensait tout à fait différemment, pensait au contraire que le temps et l'espace étaient des propriétés des corps, et c'était encore l'opinion de Descartes. Donc en fait, la relativité en quelque sorte revient sur 4 siècles, où on a, disons, pensé le temps de manière indépendante par rapport au corps. Donc nous, en tant que philosophes, ça nous confirme sur l'utilité donc, de revoir depuis le début de l'histoire de la philosophie quels ont été les arguments avancés pour ou contre l'idée d'un temps indépendant des corps. Et ça nous confirme aussi dans l'utilité de nous demander si le temps est lié au corps, s'il est une certaine propriété des corps, quel type de propriété c'est? De quoi il dépend dans les corps? Qu'est-ce qui dans les corps provoque du temps? Qu'est-ce qui produit du temps? D'où ça vient? Ça nous confirme que c'est utile de se poser la question parce que les scientifiques ne le feront pas. Les physiciens ne le feront pas. Ils ne vont pas se poser cette question-là. Ce n'est pas, disons, ça ne leur sert à rien. Ça n'est pas utile pour leur recherche. Donc c'est encore à nous de le faire. Et par ailleurs, donc, cette remarque de Einstein, cette conséquence qu'il a tirée de la relativité, elle nous confirme aussi qu'il est toujours important et nécessaire de s'interroger sur le type d'existence du temps ou le mode d'existence du temps. Donc est-ce qu'il existe par lui-même ou est-ce qu'il est dépendant de quelque chose? Donc en même temps, il y a sa nature, qu'est-ce que c'est exactement par rapport aux choses, et en même temps, il y a son type d'existence, quelles sont les conditions pour qu'il existe. Est-ce que le temps existerait s'il n'y avait pas d'univers, par exemple? Donc c'est effectivement sur ce genre de questions-là que se sont interrogés les philosophes et que nous allons aussi nous interroger en parcourant les étapes importantes de ces deux questions depuis l'Antiquité. Alors jusqu'où est-ce qu'il faut remonter pour trouver cette question? En fait, j'ai évoqué tout à l'heure les Égyptiens et les Babyloniens, et vous avez tout de suite constaté que quand on parle de leur conception du temps, on parle principalement de mesures, et de mesures en rapport avec l'astronomie, qui était très, très développée chez eux, en rapport avec des mathématiques, donc un certain système de calcul. On pourrait ajouter aussi en rapport avec une certaine conception théologique, puisque le temps et l'astronomie sont intimement liés à des considérations théologiques. Et on pourrait même ajouter que dans ces civilisations, on pourrait déjà étudier aussi le temps en fonction du temps grammatical. Donc le temps des verbes, c'est beaucoup plus compliqué dans toutes les langues, même dans les langues actuelles, que simplement passé, présent, futur. Le temps des verbes révèle souvent d'autres aspects du temps qui font partie d'une conception culturelle du temps. Donc on peut étudier tout ça. Mais dans tout ça, vous voyez que ça ne correspond pas à l'interrogation philosophique. Il n'y a toujours pas cette question, quelle est la nature du temps? Comment et à quelles conditions existe-t-il? Cette question, donc pour autant, bien sûr qu'on ait des témoignages écrits ou au moins graphiques d'une interrogation, donc cette question, elle surgit dans l'Antiquité grecque et même assez tard.
on constate que chez les présocratiques, il n'y a pas beaucoup d'interrogations sur le temps. C'est vraiment Platon qui a commencé l'enquête et Aristote qui l'a vraiment développé, mais alors là, en long et en large, si on peut dire. Donc, le premier chapitre de notre programme, ça va être de parler très très brièvement de ce qui pouvait exister avant Platon, puis un peu moins brièvement de la conception du temps chez Platon dans le Timée, et puis aborder Aristote, alors avec une définition du temps cette fois extrêmement rigoureuse, précise, pas simple à comprendre, et toutes sortes d'implications et d'argumentations. Puis on va voir comment cette conception aristotélicienne a été modifiée durant l'Antiquité plus tardive, avec un débat notamment sur est-ce qu'il faut considérer le temps avant tout comme une durée, donc ce qui nous semble plus spontané, en général on dit combien de temps ça dure, donc est-ce qu'il faut le considérer d'abord comme une durée, ou plutôt comme un ordre? Est-ce que ce qui caractérise le plus le temps, c'est l'ordre et surtout l'ordre de succession des choses? Donc ce sont des notions qu'on trouve depuis le début dans l'interrogation philosophique sur le temps, et qui reviendront dans le débat du XVIIe siècle. On va trouver aussi, dès l'Antiquité, chez Platon puis dans l'Antiquité tardive, une réflexion sur le rapport entre temps et éternité. Donc l'introduction de l'éternité comme absence de temps. Et qu'est-ce qui peut bien être dans l'absence de temps ou être complètement en dehors du temps? Qu'est-ce qui peut être en dehors du temps? Alors par là, évidemment, on ouvre la porte aussi à toute une réflexion vraiment théologique, bien sûr, parce que dans les théologies, il y a l'attribution de l'éternité au divin. Donc, quel est le rapport entre cette éternité du divin et le temps de la création? C'est une autre question. Alors, cette question, je vais l'aborder très peu, très très peu, parce que je la connais mal et, disons, ce n'est pas celle qui m'intéresse le plus. Et donc, j'arriverai assez vite au XVIIe siècle, où se joue quelque chose de vraiment très important, avec le débat entre les trois auteurs que je vous ai cités, Descartes, qui est réfuté par Newton, qui, à son tour, est mis en difficulté et en controverse par Leibniz. Donc la controverse entre Newton et Leibniz, on la trouve dans la correspondance Leibniz-Clarke. Clarke qui était le porte-parole de Newton. Donc là c'est un moment important. Puis un autre moment très important, ce sera la théorie kantienne. Parce que Kant, alors là, il introduit quelque chose de tout à fait nouveau, qui est le temps ne serait pas en fait une dimension objective des choses, mais ce serait une dimension subjective, c'est-à-dire ce serait, comme il est bien connu, une forme a priori de la sensibilité. Forme a priori, c'est une forme en nous, et dans tous les êtres sensibles, c'est ce qui permet de sentir les objets. Le temps est ce qui permet de sentir les objets dans leur succession. Et donc en fait, le temps, il serait subjectif, il serait dans les sujets de la sensation et non pas dans les objets. Donc ça, c'est une théorie tout à fait nouvelle, non pas qu'on n'ait jamais réfléchi bien sûr, à la manière dont les sujets ressentent le temps, bien sûr qu'on y avait déjà pensé avant, mais introduire le temps uniquement comme une condition de possibilité de la sensation, c'était tout à fait inédit. Donc, théorie importante. Et puis, un autre moment plus récent, tout à fait crucial, c'est l'introduction par la phénoménologie, et principalement Husserl, du temps de la conscience. Le fait de ramener l'analyse du temps à ce temps de la conscience et surtout à tout ce que la conscience produit en termes de conscience du temps. Surtout, on va voir les relations entre le passé, le présent et le futur qui sont vues d'une manière complètement nouvelle à partir de ce qui est vécu par une conscience. Donc ce sera de nouveau une étape importante. Donc on va le voir chez Husserl, un peu chez Heidegger, et puis peut-être un Français, Sartre ou Merleau-Ponty. Et alors s'il y a encore le temps à la fin, on verra aussi quelques réflexions sur le temps social, le temps selon les sociétés, et l'histoire. Parce qu'évidemment, l'histoire, c'est aussi un type de temps tout à fait particulier et marqué culturellement. Donc comment ça s'agence avec le temps objectif ou physique. Donc voilà le programme, ça c'est le programme. Et aujourd'hui, j'entame le premier chapitre avec donc les toutes premières réflexions grecques sur le temps. Je vais vous distribuer des papiers
le texte. Merci. Le premier auteur qui nous a fait qui a produit, qui a légué un exposé sur ce que ses prédécesseurs avaient dit du temps, c'est Aristote. Comme souvent, il commence par un petit exposé doxographique qu'ont dit les autres avant moi. Et donc dans sa physique, on a un petit paragraphe où il dit qu'il y a eu très peu d'exposés sur le temps avant lui, et il ne mentionne même pas Héraclite. Il ne mentionne même pas Héraclite, alors qu'il y a un fragment célèbre d'Héraclite. C'est le premier fragment que vous avez sur le document. Il y a un fragment célèbre d'Héraclite qui dit « Le temps est un enfant qui joue en avançant des pions, royauté de l'enfant, ou la royauté de l'enfant, ou cette royauté est celle de l'enfant. » Mais on peut peut-être bien comprendre pourquoi Aristote n'a pas mentionné cet aphorisme d'Héraclite. On peut appeler ça un aphorisme puisque c'est une opinion qui se suffit à elle-même. Ce n'est pas un morceau d'un texte qui devait continuer, c'est vraiment une opinion telle qu'elle, donnée telle qu'elle, léguée telle qu'elle, sans plus d'explications, comme avait l'habitude de le faire Héraclite. Et Aristote connaît Héraclite, il cite de temps en temps Héraclite, ce n'est pas une méconnaissance, c'est probablement que Aristote avait bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de définition du temps, qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de donner la nature du temps objectif, du temps mesuré, enfin du temps qui était aussi bien dans l'usage courant que dans l'usage, disons, déjà scientifique, par les dispositifs d'enregistrement. Et en effet, dans certaines traductions, vous pouvez constater que le mot, le temps, le premier mot de la phrase d'Héraclite, n'est pas traduit par temps, mais par temps de vie ou bien par vie tout court. Il y en a certains traducteurs qui écrivent la vie est un enfant qui joue en avançant des pions. Et c'est tout à fait à juste titre, parce qu'on n'a pas le mot chronos. Le mot chronos, c'est le mot le plus utilisé, le plus répandu pour désigner ce temps qui est mesurable, qui s'écoule comme une durée, et qu'on peut, et qui sert à l'usage le plus courant. Mais en fait, à côté de ce terme-là, il y avait un autre terme qui était aion. Et c'est ce terme-là qu'utilise Héraclite. Et ce terme, il signifiait justement le temps de vie de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, c'était très, très lié à la destinée, au destin d'une personne. Combien de temps vais-je pouvoir vivre? Donc, quel est mon destin? Quelle est la prévision de ma vie entière? Ça, on va l'appeler plutôt aion. Et on peut dire aussi la durée de vie d'une certaine culture ou d'un certain mode de société. Donc on peut parler aussi de cette manière-là de période sociale, de période culturelle. Mais donc il s'agit toujours donc d'une certaine durée qui est liée à l'existence d'une chose. On mesure l'existence d'une chose et donc à l'intérieur de cet aion, la chose existe et puis hors de cet aion, la chose n'existe plus. Donc le fragment d'Héraclite est évidemment une réflexion là-dessus. C'est une réflexion sur la durée de vie de chacun. C'est comme un enfant qui joue avec des pions. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le destin est absolument imprévisible, absolument injustifié, absolument arbitraire. Ce que nous allons chacun avoir comme temps ne peut pas se justifier. Ça n'a rien à voir ni avec le mérite, ni avec une raison, une rationalité quelconque. C'est un enfant qui joue. Donc c'est ce que Nietzsche alors a appelé l'innocence du devenir, c'est-à-dire les transformations, la vitesse des transformations, la durée du devenir de chaque chose est innocente, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention derrière tout ça.
L'enfant n'a pas d'intention, il déplace, et hop, quelqu'un meurt. Il déplace, quelqu'un continue à vivre. C'est vraiment une réflexion sur le destin humain, enfin, sur cette absence totale de maîtrise que nous avons de notre propre destinée. Donc Aristote, en fait, a eu raison de ne pas penser que ce fragment d'Héraclite était une tentative de définition de ce qu'est le temps. C'est pas ça que faisait Héraclite, c'était une toute autre réflexion. Mais pour être complet, il fallait le signaler, et ça permet aussi de voir par contraste que justement la question du temps mesuré n'a pas été posée, ni par lui ni par les autres présocratiques. Et donc on va lire juste le deuxième extrait par lequel Aristote donc exprime le peu d'opinions qui existaient à son époque sur le temps. Et il en parle, vous allez voir, de manière très vague et sans citer aucun nom. Les uns, sans dire qui, disent qu'il est le mouvement du tout. Les autres, la sphère elle-même. Alors ça demande déjà une petite explication. Qu'est-ce qu'il entend par le tout? Pourquoi le tout a un seul mouvement? Et pourquoi une sphère? En fait, vous savez bien que la représentation du cosmos, qu'ils appelaient aussi le tout, ou l'univers, chez les Grecs, la représentation dominante, surtout à partir de l'Académie, donc à partir de Platon, c'était pas la seule représentation, mais celle qui a prévalu à partir de l'Académie, c'est une représentation où l'univers est fini, limité et sphérique, et où ce qu'on appelle le ciel, c'est l'enveloppe externe, ça c'est le ciel, et ce ciel, sur ce ciel sont fixées les étoiles, les constellations, qu'on appelle donc les astres fixes. Parce qu'ils sont fixés sur le ciel. Et vu de la Terre, tout ça est évidemment un système géocentrique, forcément, où on a l'illusion de mouvement due à notre position. Vu de la Terre, ce ciel avec ses astres se meut, et il se meut en 24 heures. On voit les constellations revenir, mais en fait, le mouvement réel, c'est que ça correspond à une rotation de la Terre sur elle-même. Donc, au lieu que toutes les constellations tournent autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et donc qui les voit les unes après les autres, quoi. Donc, on pensait que l'enveloppe extérieure du ciel se mouvait avec ses astres fixes. Et donc, quand on dit la rotation du tout, on veut dire ce mouvement-là. C'est ce mouvement de cette enveloppe du ciel. Donc les uns, à l'époque d'Aristote, ce qu'ils possèdent comme conception, ça peut être que pour les uns, le temps c'est ça, c'est le mouvement de cette enveloppe, le mouvement du ciel et des constellations. Alors dit comme ça a l'air bizarre, puisque on attendrait plutôt le temps est celui du mouvement, et la durée qui mesure le mouvement, par exemple. Il y a comme une absence totale de distinction entre temps et mouvement. Ça, c'est la première chose à laquelle va réagir Aristote, en disant c'est pas la même chose. C'est lié, mais c'est pas la même chose. Donc, première insuffisance donc, des toutes premières conceptions, c'est celle-là, quoi, confusion entre le temps et le mouvement. Et puis après, deuxième confusion, ça sera... enfin, là, c'est plus une confusion, mais c'est un débat qui demande beaucoup plus d'arguments. C'est de savoir si, même en disant que le temps est la durée ou la mesure de cette rotation, pourquoi est-ce que le temps serait la mesure en privilégié, en primauté, en priorité ou en exclusivité de ce mouvement-là et pas d'un autre? Donc ça, c'est le deuxième débat, qui est un débat un peu plus moins évident. Donc je continue l'extrait. Cependant, la partie du mouvement circulaire, donc si on prend n'importe quelle partie de ce mouvement, on aura aussi un temps, puisqu'on a un intervalle, on a un intervalle de temps, donc ceci aussi c'est un temps. Donc le tout est un temps, mais chaque partie, chaque portion est aussi un temps. C'est aussi mesurable, c'est aussi une portion dont on peut donner des unités de mesure. Donc cependant, la partie du mouvement circulaire est aussi un certain temps, mais elle n'est pas le mouvement circulaire total, mais elle n'est pas la totalité, puisqu'on a considéré une partie du mouvement circulaire et non lui-même. Donc quelle est l'objection ici d'Aristote? C'est de dire, si on dit que le temps, c'est le mouvement circulaire complet, total, alors on ne peut plus dire que chaque partie est aussi un temps. Donc qu'est-ce qui soulève comme question ici? C'est le rapport
que je vous disais tout à l'heure, entre les portions de temps et un temps qui serait unitaire et global. Quand on dit le temps, c'est le mouvement du tout, on veut dire qu'il y a un seul temps unique, universel et global et infini. Mais qu'est-ce qu'on fait comme rapport entre celui-là et tous les petits temps éclatés de chaque mouvement, de chaque événement? C'est une chose qu'il faut en tout cas justifier. En outre, s'il y avait plusieurs cieux, donc s'il y avait en fait plusieurs univers avec chaque fois leur enveloppe, le temps serait pareillement le mouvement de n'importe lequel. Et oui, pourquoi un plutôt que l'autre? De sorte que plusieurs temps coexisteraient. D'autre part, c'est pour l'autre opinion, l'opinion que c'est la sphère elle-même. D'autre part, la sphère du tout, assemblée, donc plus seulement l'enveloppe qui tourne, mais toute la sphère. La sphère du tout assemblée à certains être le temps, parce que tout est dans le temps et tout est dans la sphère du tout. Alors vous voyez, c'est un très mauvais syllogisme, c'est un exemple même de syllogisme invalide. Tout est dans le temps, tout est dans la sphère, donc le temps est la sphère. Pardon ? C'est un sophisme. C'est un sophisme, c'est un faux syllogisme, oui, c'est un syllogisme invalide. Et alors du coup, Aristote, il évacue tout de suite cette conception en disant « mais cette explication est trop naïve pour qu'on en examine les impossibilités ». Voilà, c'est même pas la peine d'essayer de le réfuter, c'est trop... Ben oui, c'est trop naïf puisque ça repose sur un syllogisme invalide. Donc voilà comment il ne revient plus après sur les conceptions de ses prédécesseurs. Alors ça a quand même pu étonner, parce que où est la conception de Platon dans cette beaucoup trop brève présentation? Le fameux Simplicius, dont vous savez que je l'affectionne particulièrement, mon fameux Simplicius, commentateur d'Aristote du VIe siècle de notre ère. Alors je l'affectionne parce que c'est grâce à lui qu'on possède énormément de textes de l'Antiquité, ou au moins des extraits ou des allusions sur des textes de l'Antiquité qui sont perdus. Donc lui, il avait encore un nombre de manuscrits considérable. Et donc Simplicius, quand il commente Aristote, il dit que les disciples d'Aristote, immédiats, ceux qui ont été ses successeurs immédiats, Eudème et Théophraste, attribuaient à Platon la première conception. Donc la conception que le temps est le mouvement du tout. Et Simplicius conteste ça. Il montre que Platon n'a pas du tout cette théorie, que sa théorie est beaucoup plus subtile, et c'est ce qu'on va voir aussi par la suite, à partir des extraits de Platon. Et quant à la deuxième conception, Simplicius dit peut-être que, enfin certains ont dit qu'il fallait l'attribuer aux pythagoriciens, et Simplicius lui-même n'a aucune trace de ce que les pythagoriciens auraient dit ça, mais il ajoute c'est peut-être parce que Archytas, alors Archytas de Tarente, c'est un philosophe et mathématicien du 5e siècle avant notre ère. Tarente, c'est en Italie du Sud, et c'est une cité où il y avait beaucoup de pythagoriciens. On sait qu'Archytas était en rapport avec eux, même s'il n'en était sans doute pas. Il ne faisait sans doute pas partie de cette secte. Mais bon, il était très proche d'eux. Et donc Archytas de Tarente, d'après Simplicius, aurait dit que le temps tout entier, donc comme s'il y avait un temps global, le temps tout entier est l'extension de la nature du tout. Le temps tout entier est l'extension de la nature du tout. Et donc Simplicius dit, c'est peut-être à cause de cette opinion d'Archytas que Aristote a dit que certains prenaient le temps pour la sphère du tout. Mais en fait, cette définition attribuée à Archytas, pourquoi est-ce qu'on ne la retient pas parmi les définitions les plus anciennes, puisque c'est très ancien, 5e siècle avant notre ère, c'est un siècle ou plus avant Aristote. Donc pourquoi est-ce qu'on ne la retient pas? Eh bien, c'est parce qu'on pense que cette définition est un faux. Cette définition attribuée à Archytas est un faux. Et comment est-ce qu'on peut le reconstituer? Parce que, en fait, à partir du IIIe siècle, les néoplatoniciens, dont fait partie Simplicius, mouvement dont fait partie Simplicius, ont introduit un texte attribué à Archytas et écrit en dialecte ancien, donc comme lui devait écrire à son époque, qui décrit le temps d'une manière totalement aristotélicienne. Et donc on sait que c'est un faux, parce que
la manière dont Aristote introduit sa théorie, elle est tellement progressive, hein, on voit qu'il a tellement d'étapes pour arriver à sa définition que c'est certain qu'il ne l'a pas déjà trouvée chez Archytas. Et par ailleurs, on voit aussi qu'il y a une introduction de notions et d'un vocabulaire qui n'existait pas à l'époque d'Archytas. Donc les néoplatoniciens avaient conçu un faux. Pourquoi? Mais parce que eux, ils voulaient absolument que leur propre doctrine repose sur la plus grande antiquité possible. Plus c'était ancien, plus c'était vénérable, et ça avait des chances d'être la vérité pour eux. C'est exactement l'inverse de ce qu'on considère maintenant, hein, curieusement. Et donc, ils allaient chercher le plus loin possible des bases de leur propre doctrine. Donc, ils attribuaient des tas de choses aux pythagoriciens, pour lesquels il n'y avait pas de traces. Hein, et puis le reste chez Platon. Hein, le reste, ils allaient chercher chez Platon. Donc voilà simplement ce qui explique que Aristote ait trouvé si peu de conceptions à son époque, mais ce qui s'explique assez mal, c'est pourquoi il ne fait pas une référence beaucoup plus précise au temps platonicien. Une possibilité, bon, à la rigueur, ce serait que le Timée, il ne faut pas oublier que le Timée, c'est un dialogue, un des derniers dialogues de Platon. C'est un dialogue vraiment de vieillesse, et Platon a vécu 80 ans. Quand Platon est mort, Aristote en avait 40. Donc il est possible qu'Aristote ait écrit sa physique avant que Platon ait écrit le Timée. Ce n'est pas du tout impossible. Donc il est possible que, effectivement, Aristote ne donne encore aucun écho du Timée. C'est une possibilité. Alors une autre, ça serait simplement qu'il n'a pas envie de discuter avec Platon ou avec ses héritiers, c'est possible aussi. Donc toujours est-il que l'opinion de Platon dans le Timée, ce que je vais faire, c'est non pas commencer l'extrait principal de Platon à cette séance-ci parce que ce serait un peu trop long, mais ce que je vais faire, c'est simplement vous situer le contexte pour qu'on voit quel est le type de vérité que propose Platon à ce propos. On voit le statut de ce texte. Le Timée, c'est un dialogue où Platon décrit sa conception de l'univers, mais il l'introduit en disant que pour tout ce qui est matériel, hein, donc tout ce qui est composé de matière sensible, il n'y a pas de vérité. Il y a seulement une opinion plus ou moins bonne. Et donc il dit, on peut décrire l'univers de la manière la plus exacte possible, mais ce n'est pas une vérité. Parce que c'est un domaine trop changeant. Et c'est un domaine qui repose aussi beaucoup trop sur les sens, hein, sur la sensibilité, et la sensibilité n'atteint pas la vérité. Seule l'intellection, hein, seule la pensée de concept peut atteindre une vérité. Donc, il dit, je vais l'introduire comme un mythe. Alors, qu'est-ce qu'il entend par mythe? C'est une histoire vraisemblable qui peut avoir un fond de vérité, qui peut être reliée à quelque chose de tout à fait réel, mais qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre comme un discours vraiment scientifique, vraiment digne de foi, hein, vraiment ni philosophique. Bon, c'est pas une vérité, c'est un mythe. Il faut toujours garder ça à l'esprit, évidemment. Hein, donc. Et il introduit ce mythe en disant cet univers dans lequel nous sommes, cet univers sensible qu'on constate, qu'on observe, dans lequel on vit, comme il est matériel, nécessairement, il doit être apparu à un certain moment. Et donc, il va essayer d'expliquer comment il est apparu. Et là, il faut bien prendre en considération que pour Platon, il préexistait des choses à cet univers matériel. Qu'est-ce qui préexistait? Ce qui est bien connu, c'est que préexistaient les formes éternelles. Donc, ce qu'on appelle les idées chez Platon, c'est-à-dire la conception, le concept ou la notion générale de chaque chose. Il y avait une idée d'univers, il y avait une idée de mouvement, une idée de temps, mais une idée donc, qui est simplement comme lorsque on pense à ce que c'est un univers, à ce que c'est en général, hein, à ce que c'est un temps en général, et non pas à tel ou tel précis qui est réalisé dans une certaine matière à un certain moment. Donc il faut penser les idées comme les notions tout à fait générales. Il existait déjà la notion générale d'univers, mais pas encore d'univers physiquement réalisé. Voilà. Il existait toutes ces idées. Et d'autre part, il existait aussi un certain matériau, hein, puisqu'il faut une matière pour créer l'univers, il existait un certain matériau, et ce matériau, il l'appelle la chora.
c'est ni tout à fait un espace, ni tout à fait une matière. C'est une sorte de compromis, une sorte de mixte entre l'espace et la matière. Donc cette étendue, et parce qu'il faut bien que pour créer un univers matériel, il y ait une étendue où le mettre, où le placer. Donc cette étendue, c'est une étendue, mais ce n'est pas une étendue vide. Donc il n'y a pas d'espace vide préexistant chez Platon. Et en fait, c'est déjà une matière, sauf qu'on ne l'appelle pas comme ça, parce qu'elle n'a aucune forme. C'est de l'informe total. Il n'y a aucun objet distinct, aucune distinction, aucune détermination, aucune caractéristique observable, aucune quantité ni qualité, rien de tout ça. C'est une matière totalement informe. Et vu qu'elle est totalement informe, on ne peut rien y reconnaître, on ne peut rien y identifier. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas encore les formes. Les formes, c'est justement les idées, les formes éternelles qui vont les donner. Et donc cette matière, elle va être informée par toutes les formes. Et donc à partir de l'idée générale, par exemple, de corps animal ou de corps végétal, vont être inscrits dans ce matériau informe, vont apparaître comme des moules. Enfin, c'est vraiment comme si vous mettez de l'informe dans un moule qui serait l'idée. Et à partir de là, donc, ressort une matière qui a désormais une forme, qui possède désormais sa forme. Mais il doit rendre compte, c'est toujours un mythe, il doit rendre compte de ce qui fait l'inscription de cette forme dans cette matière informe. Qu'est-ce qui introduit ces formes à un certain moment dans la matière informe? Et c'est là qu'il introduit justement un artisan, parce que de la même manière qu'un potier, un artisan potier, prend de la glaise informe et lui donne une forme, et bien de la même manière, par analogie, on va dire qu'il y a un artisan divin qui a pris la matière informe totale et y a inscrit les formes pour créer un univers formé. Et donc, comme artisan en grec se dit démiurgos, qui veut dire travailleur du peuple, eh bien on a dit le démiurge, c'est le fameux démiurge de Platon, c'est l'artisan divin qui aurait donc façonné toute chose en imprimant simplement les formes dans ce matériau. Tout ça c'est un mythe. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, il nous a bien prévenu Platon explicitement. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ce qu'il cherche à montrer par là, c'est en fait quelle est l'intelligibilité du monde matériel. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces structures? Et comment est-ce qu'on peut faire la différence justement entre ce qui change constamment et des régularités? Les choses changent constamment, mais d'un cheval naît toujours un cheval et d'un homme un homme. Alors, comment elle se transmet cette forme justement? Donc comment ça se fait qu'il y a des régularités dans la matière? Et c'est cette intelligibilité dont il essaye de donner les conditions. Une des conditions, c'est que les formes existent. Une autre, c'est que la matière existe. Une troisième, c'est que quelque chose les met en contact. Ce quelque chose, ici, il l'appelle mythiquement le démiurge. Il faut vous signaler que Platon était tout à fait insatisfait de cette solution et considérait la question comme n'étant pas du tout close, comme aporétique, comme ouverte. Et ses successeurs ont essayé de proposer d'autres explications, disons moins mythiques, peut-être plus physiques, de l'inscription des formes dans la matière. Donc, voilà le statut de son récit. Et au moment où il parle du temps, au moment où il va commencer à parler du temps, il avait déjà expliqué, donc, qu'est-ce qui avait déjà été créé. C'était justement la sphère elle-même, avec deux mouvements. Un premier mouvement qui est ce mouvement des astres fixes, toujours régulier. Il y a un autre mouvement qui est transversal à celui-là et qu'on a appelé le cercle de l'écliptique, sur lequel se meut le Soleil et qui est plus irrégulier, puisque le Soleil, en fonction de l'époque de l'année, n'a pas une course identique dans le ciel. Donc les astres ont une course identique dans le ciel, mais pas le Soleil. Donc il fallait leur donner deux sphères différentes, une pour les astres qui ont toujours le même mouvement, c'est ce qu'il a appelé le cercle du même, parce que c'est toujours le même mouvement, et puis une autre sphère qui a un autre mouvement transversal à celui-là, qu'il a appelé le cercle de l'autre, parce que c'est un mouvement différent qui entraîne une différence et une courbe irrégulière
du Soleil en fonction de l'année. Donc ça, c'est le cercle de l'écliptique. Hop, on peut le mettre comme ça. Bon, après, on a donné d'autres définitions à l'écliptique. Je n'entre pas dans les détails astronomiques non plus. Donc ça avait déjà été créé. Et à ce moment-là, il n'y avait toujours pas de temps. Hein, donc c'est ça qui est particulier dans la conception de Platon, c'est que c'est seulement, on va le voir, avec l'ordonnancement des astres que va apparaître le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une définition chez Platon tout à fait particulière du temps, parce que la matière informe, le matériau, la chora, qui préexistait à l'univers, Platon, d'abord, elle préexistait. Hein, donc, quand on dit préexiste, ça veut dire qu'il y a déjà un avant et un après. Donc, il y a déjà du temps. Et par ailleurs, elle était déjà agitée de mouvements, mais totalement irréguliers. Totalement irréguliers, qu'on ne pouvait pas exprimer sous la forme d'une régularité. Donc, s'il y avait déjà des mouvements, il y avait déjà du temps aussi. Hein, donc, en fait, c'est très curieux, mais Platon n'appelle pas ça encore le temps. Est-ce qu'on peut rapprocher le temps d'Héraclite, le Aion, de la notion de kéros? Oui, alors donc ça c'est effectivement le troisième terme qui est lié au temps dans la langue grecque. Et kéros ou kairos, qui signifie encore tout autre chose. Kairos, c'est le moment critique, le moment particulier, le moment décisif, le moment qui est chargé d'une signification, d'une importance particulière, et notamment en médecine, le kairos, c'est le moment qu'il faut saisir pour un certain remède, pour un certain diagnostic, ou le kairos en politique, c'est le moment qu'il faut saisir pour avancer un argument, pour tenir un discours. Donc c'est toujours le moment opportun, le moment pertinent. Et donc ça désigne pas vraiment un temps, mais plutôt un instant, hein, ou un certain moment qu'il faut privilégier par rapport au reste dans le cours du temps. Donc en fait, ça s'additionne, ça s'ajoute à la notion de cours de temps mesurable. Hein, ça s'ajoute simplement comme... peut-être que la meilleure traduction, c'est ça, c'est moment particulier, moment privilégié, moment adéquat. Propice. Je ne suis pas très sûr de comprendre la raison pour laquelle les physiciens ne s'intéressent pas énormément à la nature du temps, mais j'ai l'impression que la manière dont la relativité pose la question du temps, ça interroge sur la nature du temps. Est-ce que les philosophes après se sont réappropriés cette question-là en voyant dans quelle mesure ça se place par rapport à ce questionnement de 2500 ans sur la nature du temps? Oui, donc si tu veux, la conséquence que Einstein a tirée de la relativité, donc il disait le temps ne peut plus être considéré comme une sorte de continuum existant par soi et antérieurement indépendamment de tout corps. Donc cette affirmation-là, c'est une affirmation sur la nature du temps, d'une certaine manière. Alors, mais pas vraiment sur la nature au sens strict, c'est-à-dire c'est une affirmation sur le mode d'existence du temps. On ne peut pas considérer le temps de manière complètement abstraite, simplement comme une représentation mathématique, et se contenter de dire, bon, le continuum mathématique nous suffit pour faire nos calculs, et au fond, on ne se prononce pas sur son équivalent physique, comment ça existe réellement comme un temps physique. Donc Einstein dit, on ne peut plus se contenter de ça, on est obligé de dire qu'il y a un temps influencé par les corps physiques, par les corps matériels. Donc, il se prononce là sur le type d'existence du temps, ça, il n'y a pas de doute. Mais il ne dit pas, lui-même n'entreprend pas une recherche, et il ne dit pas que les physiciens doivent le faire, sur, finalement, qu'est-ce que c'est que le temps, alors, par rapport à ces corps dont il est dépendant. C'est quoi exactement cette dépendance? Alors oui, il va essayer de la préciser en la faisant passer par les rapports de gravité. Donc là, c'est celui qui va le plus loin dans ce sens, qui s'approche le plus d'une interrogation sur la nature. Mais il ne va pas encore dire
par rapport au déplacement des corps qui sont causés par les relations de gravité, qu'est-ce que le temps par rapport au déplacement? Est-ce que les philosophes, après, une fois qu'ils ont découvert Einstein, ils sont pas dit, bon, on arrête tout ce qu'on fait, on essaie de voir ce que c'est ce temps, parce que si ce type a raison, ça nous pose un problème quand même. Ah non, ça pose pas de problème, en fait, si tu veux. C'est pour ça que je disais, ça confirme plutôt que l'enquête des philosophes peut être poursuivie et qu'on peut reprendre des arguments qui avaient déjà été avancés anciennement, parce qu'ils vont dans le même sens, en fait, que ce que dit Einstein, enfin que ce que dit la relativité, ils vont dans le même sens. Donc on va voir, ça va s'éclaircir, par exemple, quand on va voir les arguments d'Aristote, pour dire la même chose, pour dire le temps est quelque chose du mouvement, et lui, il va justement essayer de préciser et quoi du mouvement. Et en quoi il est différent du mouvement, en quoi il est quand même autre chose tout en étant dépendant du mouvement. Et donc, ce que dit Einstein ne fait que confirmer en fait qu'on doit préciser ça, mais lui-même ne le fait pas. Il ne se propose pas ça pour lui-même ou pour les physiciens. Donc, en quelque sorte, ce qui est très intéressant et positif, c'est qu'on retrouve une complémentarité entre science et philosophie. Vraiment, on confirme qu'il y a une complémentarité et pas une contradiction, ni une invalidation d'une des thèses par l'autre. Donc, non, au contraire, c'est très encourageant. Alors, est-ce que des philosophes, depuis lors, ont repris la question justement, en même temps, c'est à peu près contemporain de la théorie de la relativité, enfin parce que ça a duré un certain temps, toutes ces recherches, toutes ces avancées progressives. Bon, en même temps que ça se passe aussi la naissance de la phénoménologie. Or, la phénoménologie se décale par rapport au temps physique, enfin elle est moins intéressée par le temps physique. On pourrait dire d'ailleurs qu'elle est aussi très influencée par le positivisme, en fait, puisqu'elle se concentre sur le phénomène tel que l'appréhende une conscience. Et donc par conséquent, elle ne va pas tellement chercher qu'est-ce que le temps est par rapport au mouvement réel des corps réels, elle va plutôt se demander qu'est-ce que le temps est par rapport au phénomène tel qu'il nous apparaissent à nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elle reprend en quelque sorte le défi d'Einstein, enfin ou l'ouverture que faisait Einstein. La phénoménologie ne le reprend pas tellement. Alors à peu près à la même époque, il y a aussi les réflexions de Bergson qui insistent aussi, lui aussi beaucoup plus sur la durée ressentie, la durée comme quelque chose de subjectif et ne s'intéresse pas tellement. En fait, le temps objectif est soupçonné par les philosophes d'être uniquement de la technique de mesure. Ce qui en partie est vrai, mais pas tout à fait. Justement, la relativité a rompu un peu avec ça, enfin a permis une nouvelle ouverture. Alors, je pense que ça reste encore, c'est bien parce que ça reste encore à faire plus de liens entre la physique relativiste et la philosophie. Je pense qu'il y a de nouveau des liens à faire. Je pensais dans l'histoire, dans l'évolution de l'appréhension du temps, à l'épopée de Gilgamesh. Et dans l'épopée de Gilgamesh, il y a la sorcière qui dit à Gilgamesh, à un moment, il lui dit: où donc cours-tu, Gilgamesh? Tu cours après une vie que tu n'atteindras jamais. Dans cette épopée, il y a la séparation entre l'immortalité et la mortalité. Est-ce que c'est pas ça qui a précédé l'interrogation sur le temps, parce que c'est un des textes les plus anciens que nous ayons? Oui, donc effectivement, cette opposition entre mortel et immortel, on peut dire de nouveau qu'elle a un rapport avec le questionnement qu'on a vu chez Héraclite, et donc avec la notion d'aïon ou de destin ou de statut de l'être humain, enfin de statut de l'existence humaine, avec toujours cette relation. L'existence humaine est particulièrement considérée comme... Elle est définie par la mortalité, puisque en grec ancien, on disait, pour dire les humains, on disait les mortels, et par opposition aux dieux qui étaient les immortels. Donc effectivement, mais l'immortalité divine était elle-même dans le temps. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y avait pas une nature différente du temps, ou bien une relation différente au temps pour les mortels et pour les immortels. L'immortalité est juste un temps qui ne s'arrête pas.
C'est juste un temps qui ne s'arrête pas. Mais c'est un temps avec des changements qui interviennent dedans. Donc, en fait, les dieux ont des tas de péripéties, ils ont une histoire, ils ont un devenir, ils ont des expériences. Donc, ils changent. Ils changent et le temps s'écoule pour eux. Le temps s'écoule. Ils ont un passé, un futur, un présent, les dieux. Donc, ils ont le même temps qui s'écoule que les humains. La seule différence, c'est que pour eux, ça ne va pas s'arrêter. Tandis que pour nous, bien, enfin pour les humains, bien. Et ce qui est même curieux, c'est que dans la plupart des mythologies, les dieux sont nés à un certain moment. Donc, ils ne sont même pas infinis dans les deux sens. Hein. Curieusement, ils sont infinis que dans un sens. Donc, ils sont vraiment dans le temps. Ils sont apparus à un certain moment, mais simplement, leur existence ne s'arrêtera pas. Mais elle s'écoule dans un temps avec des tas de péripéties. Donc, effectivement, c'est une toute autre distinction que ce qui va être fait après. Mais ça, évidemment, on va le voir surtout apparaître chez Platon, la distinction entre cette immortalité qui est juste une durée infinie et l'éternité qui, pour Platon, va être quelque chose de hors du temps, donc qui n'a pas de durée, qui n'a pas de passé, de présent, de futur, qui n'a pas de durée du tout. Ouais. Je ne veux pas trop anticiper, mais le changement là est important. Enfin, c'est là que je dirais que le changement devient de l'ordre, enfin, introduit une réflexion philosophique. Parce que c'est plus c'est plus un questionnement, disons simplement courant. Enfin, oui, c'est courant de s'interroger sur la mortalité. Enfin, à partir du moment où l'homme a pris conscience de la mort, forcément, ça fait partie de la vie de s'interroger sur ou de s'indigner, hein, ou d'être affecté par cette nécessité d'être un mortel. Donc c'est quelque chose qui appartient à l'humanité courante. Ce n'est pas encore vraiment l'interrogation philosophique. Enfin, moi je dirais le basculement, c'est à partir du moment où on conçoit quelque chose qui n'a plus rien à voir du tout avec le temps et qui pourtant existe. Michel ? Un des premiers dieux grecs était bien Chronos. Il était né à un certain moment. Et Chronos, c'est le temps. Non ? Mais le Chronos, c'est un Chronos sans H. C'est pas le même en fait. Oui. Le dieu Chronos, c'est comme ça. C'est pas le temps. Non, c'est une sorte de coïncidence accidentelle. Pardon ? Quand on dit qu'il avale tous les enfants et tout ça, là. Non, mais c'est après. Après, évidemment, après, on a pu faire des rapprochements donc sur le fait qu'effectivement, il avale ses enfants. Et alors, on s'est dit, ah ben oui, le temps aussi. Donc, c'est une sorte de convergence comme ça, mais qui est venue après coup. Non, mais c'est... Oui. Enfin, c'est fécond, si tu veux. C'est fécond, parce qu'à partir du rapprochement, on peut suggérer des métaphores, etc. C'est une métaphore, le temps avale ses enfants. Mais c'est pas causé par le fait que Chronos, au départ, est le temps. Je m'étais essayé à lire un essai de Kojève qui, je crois, s'intitule « Le concept, c'est le temps ». Non, ça te dirait rien ? Non, je ne sais pas. Si j'ai bien compris, l'articulation de la réflexion, c'est la relation entre le temps et le mouvement. Il y a un moment donné dans l'histoire de la philosophie, cette articulation a été pensée et construite. Si tu veux, en fait, on peut... L'articulation entre temps et mouvement, c'est vraiment fondé par Aristote. C'est vraiment fondé, assis, tu vois, sur des arguments, etc., par Aristote. Alors que chez Platon, justement, c'est pas encore aussi lié. Il faudra qu'on le fasse apparaître clairement dans les textes. C'est pas encore aussi lié. Et justement, chez Platon, ce qui est privilégié pour définir le temps, c'est l'ordre et la régularité. Donc c'est un autre type de conception, enfin en tout cas de caractéristiques essentielles du temps. Et très curieusement, enfin c'est pas étonnant parce que quand même, mais très curieux, mais bon, de manière très, comment dire, frappante, au XVIIe siècle, les deux conceptions vont de nouveau s'affronter. Et si on réfléchit à la dépendance du temps par rapport à quelque chose, si on essaye de dire donc qu'est-ce que c'est le temps par rapport au reste, ou bien on est tenté de dire c'est la durée des mouvements, ou bien on est tenté de dire c'est un ordre de succession régulier, et alors là on privilégie le rapport à la mesure, parce que ce qui est régulier en somme c'est les mesures.
c'est pas la durée, elle est juste continue, elle n'est pas régulière. Pour qu'il y ait de la régularité, il faut qu'il y ait des mesures, justement. Et donc, tous ceux qui vont privilégier plutôt la mesure vont être du côté de l'ordre et de la régularité, donc comme caractéristique principale du temps. Et tous ceux qui sont plutôt du côté de la durée, qui sentent plutôt le temps comme une durée, hein, donc ils vont parler de continu et de rapport au mouvement. Et donc, ce serait intéressant de voir de quelle manière, en fait, ces deux conceptions sont en fait complémentaires. Et d'une certaine manière, Aristote les combine. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le texte de Platon. Et donc là, on va entrer vraiment dans cette double conception qui met déjà en place à peu près toutes les notions qui seront utilisées par la suite avec Platon et Aristote. À la semaine prochaine.